Les recommandations de l'atelier sur la relecture de la charte des partis politiques partagée au grand public, le consortium des organisations civiques et politiques est à la commande de cette initiative. Il mène l'exercice avec ses partenaires dont le ministère délégué en charge des réformes politiques et institutionnelles et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Écho de nos régions à Sikasso, les responsables des commissions nationales des frontières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire se concertent. Ils cherchent à renforcer les actions de l'Union transfrontalière et des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Également dans ce journal, des images périlusantes de quelques quartiers de la ville de Bamako en cette période de pluie. Les déchets, les eaux stagnantes rendent la vie difficile aux habitants de ces quartiers. Les populations elles-mêmes attribuent cette scène à l'incivisme des citoyens. Chronique un jour, une formule. Le sujet de ce jeudi a trait au droit de veto, perçu comme le pouvoir sans recours que détiennent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, leur permettant d'orienter le monde dans le sens de leurs intérêts. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Une délégation des Nations Unies vient d'être reçue par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La délégation est venue s'enquérir de la situation du pays et étudier avec les autorités la nature de sa coopération et de son assistance après le départ effectif de la MINUSMA. Le compte rendu avec Alucine Touré. C'est dans une démarche collaborative qu'il faut inscrire cette rencontre entre le représentant de l'Organisation des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel et le Premier ministre. Il s'agit pour les représentants onusiens de s'enquérir de la situation du pays. Son Excellence Premier ministre a bien voulu partager avec moi les informations sur l'évolution politique du pays, les défis, les efforts que le pays entame, les défis qui sont sur le terrain. Maintenant, il a un travail à faire entre les Nations Unies et le gouvernement pour voir comment on peut travailler ensemble pour le reste de la transition, surtout après le départ de la MINUSMA. Le Premier ministre, dans une approche pédagogique, a fait la genèse du processus politique ayant conduit au changement de régime en 2020, avant d'évoquer les actions en cours et les perspectives. On ne peut pas avancer si on ne fait pas de réformes politiques et institutionnelles, à commencer par l'établissement d'un organe unique, indépendant chargé des élections, afin de minimiser les risques de contestation des élections. On a une cour constitutionnelle qui a organisé ce que les opposants ont appelé le 3e tour, c'est-à-dire invalider des votes et faire passer devant celui qui n'a pas passé. La 3e chose, dans les réformes politiques et institutionnelles, c'est l'élaboration d'une nouvelle constitution. Elle a été élaborée, votée, promulguée. Et la 4e chose, peut-être il fallait commencer par ça, c'est de faire une analyse diagnostique de la situation générale de notre pays à travers ce qu'on a appelé les assises nationales de la refondation. Au sortir des assises, on a classifié les résolutions en 3 catégories. Il y a les résolutions à caractère exécutoire pendant la transition. Il y en a 55. Il y a ce qu'on appelait les complémentaires prioritaires, c'est-à-dire qui peuvent commencer pendant la transition mais ne finiront pas. Et vous avez les résolutions complémentaires. Autrement dit, elles ne débuteront même pas sous la transition, mais c'est les futurs gouvernements qui vont les prendre en charge. Le représentant de l'ONU n'est pas parti les mains vides. Il emporte dans sa besace un ensemble d'informations cueillies à la source afin de mieux éclairer ses supérieurs pour une meilleure prise en charge du dossier. Le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine ZLECAf. La thématique a été abordée aujourd'hui lors d'une rencontre organisée par l'Organisation panafricaine des femmes OPF. Sokona Kamisogo. D'un constat de l'Organisation panafricaine des femmes OPF, la création des marchés uniques africains tarde à être effective. Saisissant la journée dédiée à la femme africaine, elle engage la réflexion sur la nécessité de rendre réelle la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf.
selon l'OPF, permettra d'augmenter les échanges commerciaux entre les pays africains et de donner un nouveau souffle à l'économie du continent. La ZLECAf offre un marché unique libéralisé pour les marchandises et les services, facilite la libre circulation des personnes et des capitaux au moment où planent les multiples incertitudes sur l'économie mondiale du fait des conflits exacerbés par le terrorisme. La mise en œuvre de ce vaste marché continental permettra de contribuer aux efforts de transformation structurelle de nos économies et de soutenir le développement des échanges intra-africains. Les femmes occupent une place centrale dans le développement de l'Afrique. De ce fait, leur autonomisation s'avère nécessaire, selon le ministre de tutelle, pour faciliter et accélérer l'intégration de l'économie africaine. Le Mali est parmi les premiers pays à ratifier l'accord de la ZLECAf, marquant ainsi la volonté du gouvernement de soutenir l'intégration continentale comme objectif stratégique. C'est pourquoi le gouvernement s'active autour de ces rendez-vous continentaux. La zone de libre-échange continentale africaine est sans doute une opportunité pour les femmes. Je puis vous assurer de la disponibilité de mon département à accompagner les femmes en vue de relever les multiples défis qui les assaillent. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration du 31 juillet, Journée panafricaine des femmes. Elle a été marquée par la remise au ministre Maïga des manifestes des organisations de défense des droits des femmes et des filles. La charte des partis politiques est au centre d'une journée d'échange initiée par le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et des femmes en partenariat avec le ministère délégué en charge des réformes politiques et institutionnelles et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Le consortium veut ainsi partager avec les acteurs les recommandations de l'atelier qu'il a organisé sur la relecture de la charte des partis politiques pour une meilleure implication des jeunes et des femmes dans la vie politique. Mamari Kone. Cette journée d'échange s'inscrit dans le cadre du plaidoyer entrepris par le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et des femmes du Mali. Les résultats obtenus après l'organisation de 2 ateliers sur le rôle des jeunes des partis politiques dans la refondation et la charte des partis politiques constituent les documents de travail de cette journée. Cette journée d'échange a pour objectif, entre autres, de favoriser un cadre d'échange entre le consortium et le ministère délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Partager les recommandations du consortium sur la relecture de la charte des partis politiques et améliorer l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de réformes politiques et institutionnelles. Le consortium bénéficie de l'appui de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, un institut qui est convaincu que les jeunes et les femmes doivent prendre le leadership du renouveau politique et civique dans notre pays. Nous avons mené plusieurs réflexions et sommes très heureux de voir que plusieurs pistes qui sont sorties de ces réflexions ont été prises en compte lors de l'élaboration des textes. Certains ont déjà été votés comme la loi électorale et d'autres sont en cours comme la charte des partis politiques. Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, la promulgation de la nouvelle loi fondamentale par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta ouvre la voie au grand chantier des réformes politiques et institutionnelles. La charte des partis politiques, réceptacle des règles et principes mis à la disposition des partis politiques pour régir, entre autres textes, la conquête et l'exercice du pouvoir, est un bon sujet, non seulement au regard du fait que la charte a près de 2 décennies d'existence, mais aussi au regard du contexte sociopolitique qui a connu bien des mutations qu'il faut nécessairement capitaliser et intégrer dans les dispositifs juridiques pour son actualisation. Les recommandations issues de cette journée seront mises à la disposition du gouvernement. Mali Protection Culture a mis au point un insecticide pour lutter contre la nouvelle espèce de jacide. La société spécialisée dans le traitement des cultures a organisé un atelier avec les producteurs et les experts du secteur agricole pour mieux informer et sensibiliser les différents acteurs sur cette solution visant à protéger les cultures en général. Nouhoum Sissoko. Au Mali, la campagne cotonnière 2022-2023 a été marquée par une infestation massive de jacide. Les actions de ces ravageurs se sont soldées par un effondrement de la production de l'or blanc. Pour faire face à ce fléau, les plus hautes autorités ont pris la situation à bras le corps
en sollicitant les services de MPC, Mali Protection Culture, qui a trouvé un produit dénommé Oulala contre la nouvelle espèce de jacide en question appelée Amarasca bigutula. Amarasca bigutula a impacté les champs de coton, pour certains, autour de 50% du rendement qu'on avait l'habitude de connaître. Nous, MPC, avons été sollicités par la CMDT. Il a fallu tout de suite mettre en place une certaine logistique pour répondre aux besoins de la CMDT. Ce qui a été fait avec toutes nos usines en Inde et en France. L'essentiel a été fait. Le produit Oulala contre la jacide Amarasca bigutula a été validé par les autorités et la recherche coton du Mali. Les autorités ont fait ce qu'il fallait pour que le produit puisse arriver. Nous avons fait une série de démonstrations sur le gombo et même sur le cotonnier que nous avons sémé en contre-saison pour montrer que les différents produits que nous avions sont efficaces. La solution proposée, que ce soit la solution pour le Mali, et que vraiment tous les effets liés à la jacide soient vraiment un mauvais souvenir pour le Mali. MPC Mali est membre du groupe UPL. La société met son expertise et son savoir-faire au service de l'agriculture malienne à travers une offre intégrée de solutions en mettant sur le marché des produits agropharmaceutiques de meilleure qualité en conformité avec la réglementation en vigueur. L'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg ouvre ses portes aux responsables d'universités publiques et privées du Mali. C'était en marge du sommet Russie-Afrique. Objectif, partager les expériences académiques et développer des projets communs au profit des deux pays. Universitaires russes et maliens s'expriment au micro de Ibrahima Traoré et Abdul Salam Bambara. L'année dernière, on a visité les universités à Mali où on a parlé avec les gens, on a parlé avec les facultés, où on a vu qu'il y a beaucoup d'intérêt à l'éducation russe et surtout aux projets scientifiques communs, par exemple, qui amènent aux publications. Et donc aujourd'hui, on veut montrer notre université pour vraiment discuter avec les professeurs de notre université lesquelles thématiques sont les plus intéressantes. Qu'est-ce que nous, on peut proposer aux professionnels de Mali et comme ça, trouver les nouveaux, pourquoi pas, projets, même pour infrastructure ou économie ou juste les universités de Mali. En 1902, déjà, donc, l'université a été inaugurée. Voilà plus de 120 ans où les professeurs, les universitaires, les étudiants ou les ingénieurs qui sont sortis de cette université ont participé au développement, à la découverte, à l'implication dans le développement de la Fédération de Russie industrielle, sociale et tout cela. Donc le musée regroupe les activités toute la vie de cette université. Cette université est parmi les meilleures en Fédération de Russie. À ce titre, nous avons même découvert que beaucoup de nos cadres ont été formés ici. Ils sont des ingénieurs, qui sont des professeurs aujourd'hui dans les universités, dans nos grandes écoles, dont certains sont les directeurs et même des recteurs. Nous savons à travers tout ce qu'on a découvert dans les laboratoires de recherche, qui sont des laboratoires à la pointe de la technologie. Est-ce que vous avez des projets d'échange avec cette université? Oui, bien sûr. Nous avons prévu de signer des accords de coopération dans divers domaines. Cela va des sciences, des hautes technologies, en passant par tout ce qui est gestion, les sciences humaines et même l'apprentissage de la langue russe. J'ai fait connaissance de cette université qui date, je crois, qui a été créée au XVIIIe siècle et uniquement, surtout pour rendre indépendante la Russie de l'Europe. Donc ça m'a impressionné. Et en plus, j'ai vu beaucoup de choses, des niches qui peuvent nous permettre, si on s'inspire, si on parvient à établir une collaboration avec cette université, qui peut vraiment aider les universités maliennes à travailler dans le sens du développement de notre pays. Conjuguer nos efforts afin de répondre aux besoins du pays dans les domaines des cadres, technologie, transformation et l'éducation. Donc moi je pense que c'est dans ce sens qu'on a voulu effectuer cet échange avec le Mali. Alors ces différents responsables d'université sont venus voir l'expérience que Polytech en a
le savoir-faire dans le cadre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation que nous avons ici, afin de pouvoir, dans quel cadre, travailler ensemble, partage d'expériences, afin de monter des projets communs avec l'enseignement supérieur de la recherche scientifique du Mali. L'USAID et les autorités maliennes ont procédé à une remise de documents. Ces documents sur les maladies zoonotiques traduits en braille sont destinés à l'Union malienne des aveugles UMAV. Salifou Idraogo. Aider les personnes vivant avec un handicap visuel à mieux se protéger contre les maladies zoonotiques, c'est tout le sens de la remise de ces documents sur ces maladies traduits en braille à l'Union malienne des aveugles. Ces documents sont élaborés par l'USAID en partenariat avec les autorités maliennes. Cette remise des documents s'inscrit dans le cadre de la communication inclusive parce que notre structure intervient dans la communication des risques relatifs aux maladies zoonotiques prioritaires et nous nous devons de communiquer avec toutes les couches. Ces supports qui renforcent l'inclusion des personnes vivant avec un handicap visuels sont réceptionnés avec joie et optimisme. Ces documents vont nous permettre d'avoir un meilleur comportement vis-à-vis de ces maladies zoonotiques et pour mieux nous protéger et protéger notre famille contre ces maladies zoonotiques. C'est le lieu même d'interpeller leur thème. Souvent, les sous-titrages qui passent à la télé, de les lire pour que les personnes handicapées visuelles assises devant leur télé puissent mieux comprendre le message qu'ils sont en train de véhiculer. Nous, développement social et les autorités maliennes, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir cet outil si précieux. C'est un outil de communication à l'endroit des personnes en situation de handicap visuel. Première du genre dans notre pays, ces documents, 2000 au total, seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Une quarantaine de journalistes et d'animateurs de radio communautaires suivent au Mémorial Modibo Keïta une session de sensibilisation et de formation sur les changements climatiques. La formation a pour but de renforcer leurs capacités sur les causes et les effets du changement climatique. Fademba Keïta. Les auditeurs des radios doivent être imprégnés de ce qui engendre la sécheresse, les inondations, les vents violents, en un mot les causes des changements climatiques. Pour qu'ils les cernent, il faudrait que ceux qui les informent, c'est-à-dire les journalistes, les animateurs des radios communautaires, maîtrisent les concepts liés à l'environnement et aux dits changements. Cette formation, nous mettrons un accent sur les causes des changements climatiques, les effets des changements climatiques, autrement dit les conséquences. Puis nous parlerons un peu sur les phénomènes météorologiques, en donnant quelques informations météo. Et nous terminerons certainement par des travaux d'atelier pour leur permettre d'élaborer des messages de formation, d'information à l'intention des communautés. Cette thématique est une thématique très importante pour l'UNESCO parce qu'elle détermine le développement durable. Si nous ne prenons garde au changement climatique, c'est sûr et certain que tout ce que nous dirons et tout ce que nous ferons dans le cadre du développement durable, il risque de ne pas aboutir. Pour protéger l'environnement, une sensibilisation des populations et des mesures contre la déforestation, les incendies et autres effets négatifs de l'homme sur la nature s'imposent. La présente session vise spécifiquement à renforcer l'engagement des animateurs et des journalistes sur la thématique du changement climatique. Outiller les journalistes et les animateurs dans la production d'émissions de qualité pour informer les populations sur les effets du changement climatique. Contribuer à la sensibilisation sur les impacts du changement climatique et renforcer la résilience des communautés sur les effets du changement climatique. Sont concernés par cette session de 3 jours une quarantaine de journalistes et animateurs producteurs des radios communautaires des régions de Ségou, Tombouctou, Bougouni, Kaï, Sikasso, Dioïla, Koulikoro, Mopti, Djéné et du district de Bamako. L'entreprise Sonikara Solar Electro et son partenaire Vitron Énergie ont organisé une rencontre B2B sur l'énergie solaire. Il s'agit pour les deux partenaires de procéder à un partage d'informations sur ce secteur en pleine expansion. Nouhoum Sissoko.
Cette rencontre B2B s'inscrit dans le cadre du partenariat entre Sonikara Solar Electro, entreprise créée en 2011 par un Malien, et Victron Energy, une entreprise hollandaise de renommée internationale. Les deux évoluent dans le domaine des systèmes autonomes d'énergie solaire et entendent aider à la transition énergétique vers les énergies renouvelables par des échanges d'expériences et de bonnes pratiques. Victron Energy, qui est un fabricant hollandais de matériel solaire. On fournit différents produits, différents matériels qui sont utilisés pour des installations solaires en site isolé. Donc en fait, c'est des installations solaires qui sont utilisées dans des zones qui ne sont pas desservies par le réseau et donc qui peuvent servir à l'éclairage, qui peuvent servir à des applications productives comme de la transformation, de la petite industrie. Ça sert aussi à électrifier des villages. Sonikara Solar Electro, en partenariat avec Victron Energy, répondront à vos besoins en énergie solaire. La démarche des deux entreprises cadre avec la politique d'électrification visant à accroître le taux d'accès aux services énergétiques modernes dans les zones rurales à travers le solaire. Cet objectif passe par l'exigence de renforcement de capacités et d'un transfert technologique au bénéfice de nos entreprises et in fine de la population malienne. Notre coopération considère l'accès universel à l'énergie comme vital et indispensable au développement économique et social d'un pays. Nous soutenons pleinement cette initiative s'inscrivant spécifiquement dans la promotion de l'énergie solaire, une énergie durable par essence. Faire du Mali un pays autosuffisant en énergie renouvelable pour construire un avenir sain et durable, proposer à la population une large gamme de produits de dernière génération, ce sont les objectifs que se fixe Sonikara Solar Electro. Pendant l'hivernage, plusieurs quartiers de Bamako changent de visage. Les déchets, les eaux stagnantes sont quelques réalités qui rendent la vie difficile aux populations. Les personnes approchées par notre équipe de reportage dirigée par Koumba Sissé pointent du doigt l'incivisme comme principale cause de ce désagrément. Suivant. Youma Touré, quinquagénaire, est vendeuse de nourriture dans un quartier de Bamako. Juste derrière son lieu de vente, se dresse un tas d'ordures et d'eau stagnante. En cas de pluie, les riverains du quartier sont exposés aux odeurs piquantes des ordures, à la prolifération des mouches et des moustiques. Impossible pour certaines personnes de manger dans un tel cadre insalubre. Un phénomène qui joue naturellement sur les recettes de Madame Youma. On a tout fait. Rien n'a changé. Les clients viennent rarement parce que l'endroit est insalubre. Les dimanches derniers, nos jeunes se bagarraient avec les auteurs de cet acte. Même hier, je n'ai pas pu m'asseoir ici à cause des odeurs. Dans ce parking de lavage, les jeunes qui y travaillent ont du mal à se trouver un endroit où s'asseoir. Les chaises sont placées dans l'eau et ce n'est pas n'importe quelle eau. En plus des ordures, l'odeur des eaux qui stagnent ici nous dérange beaucoup et cette eau sale demeure ici pendant tout l'hivernage. Face à cette situation, ce père de famille lance un cri de cœur aux personnes qui s'adonnent à ces pratiques à côté de son atelier. Après l'hivernage, l'eau disparaît complètement. Concernant les déchets, j'ai prié les auteurs de cet acte de ne pas verser leurs déchets ici. Si le dépôt anarchique de certains déchets est lié à l'incivisme, chez Aminata Keïta, la réalité est tout autre. Pendant l'hivernage, sa place est envahie par des ordures drainées par les eaux de ruissellement. L'eau draine les ordures. Chaque matin que Dieu fait, nous ramassons d'abord ces ordures avant de nous installer. Je suis obligée de rester ici car je n'ai pas d'autre endroit où aller. Pendant la saison des pluies, c'est aussi bonjour à la boue. Dans ce parc à bétail, il faut des chaussures adaptées. Conséquence, rares sont les clients qui avancent pour faire des achats. Nous ne savons pas comment évacuer l'eau. Chaque année, nous vivons la même situation. Les clients s'arrêtent au bord du goudron et n'osent pas venir.
Les moustiques, les mouches, on n'en parle pas. Si vivre dans un environnement sain contribue à la santé des populations, tel n'est pas le cas des habitants de ces quartiers insalubres comme ces derniers. L'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako a tenu la 16e session ordinaire de son conseil d'administration. Malgré certaines difficultés, le bilan est jugé satisfaisant. Inaba. Les administrateurs de l'agence de gestion des marchés central à poissons de Bamako vont examiner l'état d'exécution du budget du 1er janvier au 30 juin 2023, mais aussi l'état d'exécution des réalisations menées. Cette structure a connu des difficultés liées à l'électricité, ce qui a ralenti la production de la chaîne de froid. L'agence effectivement a des problèmes. Nous avons une usine de glace qui est vraiment coûteuse. C'est très coûteux. Ça fait 1200 barres de glace par jour. Alors le mois, nous avons des factures qui avoisinent les 12 à 10 millions par mois. Et donc le Mali s'était engagé à fournir l'électricité et l'eau jusqu'au démarrage effectif de l'agence. En 2023, l'agence commence à voir le bout du tunnel avec des réalisations telles que l'aire de dédouanement, un nouvel entrepôt pour les produits de pêche et d'aquaculture. Au titre des recettes sur le budget d'État, les encaissements se sont élevés à 117 026 642 francs sur une prévision annuelle de 341 500 000, soit un taux de mobilisation de 74,22%. Au titre des dépenses, sur budget d'État, les dépenses se sont élevées à 117 026 642 francs CFA, sur une prévision annuelle de 341 500 000, soit un taux de réalisation de 74,22%. Réalisé en 2011, le marché central à poissons de Bamako est le fruit de la coopération Mali-Japon. C'est un marché moderne avec toutes les commodités. 3 août 2014, 3 août 2023, le groupe d'autodéfense Touareg, Imrad et alliés Gatia a 9 ans. Pour marquer cet anniversaire, les responsables du groupe ont animé un point de presse au cours duquel ils ont fait le bilan de leur parcours et par la même occasion réitéré leur engagement à maintenir la dynamique de paix sur toute l'étendue du territoire national. Modibo Mariko. C'est un anniversaire que les Gacha, groupe d'autodéfense, Touareg, Imgad et Ali voulaient avant tout festive. Mais une fête qui n'aura occulté au passage les 9 années de combat aux côtés des différentes autorités en vue de préserver l'intégrité de notre pays. Les Gacha s'est défini comme un groupe de Maliens qui ont foi en le Mali, qui croient en le Mali, qui n'ont d'autre terroir que le Mali. Donc les Gacha qui luttent auprès de l'État pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, la promotion de la paix et le développement, le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale dans sa forme républicaine et laïque. Le Gacha a vu les jours, certes en 2014, mais son esprit et les motifs de son combat remontent à plus loin, ont fait savoir les conférenciers. Ils ont pour nom crise multidimensionnelle et volonté de résistance pour les Mali. Et en jetant un regard rétrospectif sur leur parcours, les responsables jugent le bilan satisfaisant à tout point de vue. En termes de bilan non exhaustif, la participation au processus de négociation qui a abouti à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, la facilitation au retour de l'administration dans les régions nord Mali, la libération des Menaka, Anefif, Intilit, Intachret par exemple. Les Gatia est aussi acteur majeur de l'initiative des pourparlers d'Anefif, laquelle initiative a abouti à la réconciliation de certaines communautés des régions nord Mali. Les Gacha félicitent les forces armées pour les résultats atteints dans le cadre de la sécurisation du pays et réitèrent son engagement et sa disponibilité pour consolider ses acquis. Les responsables du groupe invitent par la même occasion tous les Maliens à s'inscrire dans la dynamique en cours pour la paix et la réconciliation nationale. Le CHU Iota a désormais une banque des yeux. L'espace qui a été inauguré cet après-midi est perçu comme une avancée dans le domaine ophtalmologique dans notre pays. Boubacar Kanouté. Une greffe de cornée est une intervention chirurgicale qui remplace une partie de la cornée.
d'une personne par des tissus cornéens provenant d'un donateur. Avec cette avancée de la science, une nouvelle mission s'offre à l'Institut ophtalmologique tropical d'Afrique, l'IOTA, créé le 1er octobre 1956. Cette banque 2 aux normes des standards internationaux, une première dans le sud du Sahara. L'opérationnalisation de cette structure répond à un besoin longtemps exprimé par les patients. Et le choix du Mali pour abriter cette banque des yeux n'est pas fortuit. C'est du moins l'avis du directeur général de la Fondation Wellness. To be the model for all of West Africa. Donc le Mali est un pays de cœur, il faut comprendre. Et pendant nos différentes expéditions, on a compris que le Mali était un pays en Afrique de l'Ouest qui en avait plus besoin parce qu'il y a plus de cas que nous avons vécu. C'est pourquoi le choix est tombé sur le Mali. L'attente, c'est que le Mali soit un pays à 100% dépourvu d'une cécité cornéenne. Et nous aimerions que cette année, nous ayons à peu près une centaine de transplantés et dans les années à venir, des milliers et des milliers. 50 million CFA. L'ambition des autorités maliennes, c'est de renforcer davantage le plateau technique des structures sanitaires pour le bien-être des concitoyens. Ce défi est en passe d'être relevé. La création d'une banque des yeux ouvre de nouvelles perspectives pour les populations maliennes et africaines en matière de greffe de la cornée. Mais elle constitue en même temps un important défi à relever. Accepter d'être des donneurs de tissus et de cornées pour notre bien-être et celui des générations à venir. Toutes ces actions contribueront non seulement à la réalisation efficace des cas de greffe de la cornée qui seront diagnostiqués à IOTA ou référés par d'autres structures, mais elles permettront aussi d'améliorer la prise en charge d'autres pathologies de la vue. La mise à disposition de la banque des yeux est une étape supplémentaire dans la réponse aux besoins de santé de nos populations. 2 bénéficiaires de la greffe de cornée ont témoigné de la pertinence de cette opération. Ça n'est suivi d'un sketch qui relate le caractère humanitaire de la greffe de cornée. Installation solennelle du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Caille. Ils ont été nommés à la suite du Conseil supérieur de la magistrature qui a été présidé par le président de la transition. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice et des droits de l'homme en présence des autorités administratives de la région de Caille. Balkissa Sadibou Chérif Haïdra. Husseini Traoré et Amadou Moro sont les désormais procureurs général et premier président de la cour d'appel de Caille. Si le second est reconduit à son poste, le premier était précédemment substitut général après la cour d'appel de Bamako. Leur point commun, ils sont tous deux natifs d'un mois de juin dans la région de Mopti, de la promotion 1995-1997 de l'Institut national de formation judiciaire et ont chacun un parcours professionnel exceptionnel à travers tout le pays. L'affectation et la nomination de M. Amadou Moro et Husseini Traoré aux fonctions de président de la Cour des séances et de procureur général près la dite Cour par le décret dont lecture des extraits a été faite par le greffier en chef sont le fruit des efforts inlassables des intéressés dont l'abnégation à la tâche et le sens du devoir. Cette cérémonie d'installation est aussi le lieu pour moi de rendre toute ma gratitude et celle de toutes les juridictions de Caille au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour son engagement et sa détermination. Ainsi, ces 2 nouveaux chefs de juridiction et de parquet de la région de Caille sont désormais appelés à travailler main dans la main pour faire face aux défis qui les attendent. Monsieur le procureur général, c'est un réel plaisir de partager avec vous la lourde charge de diriger cette cour d'appel. La hiérarchie que beaucoup ne comprennent pas est une force réelle lorsqu'elle se fonde sur la confiance, la cohésion et le partage. Nonobstant les spécificités de nos fonctions respectives, il nous revient de créer une unité dans la direction de cette cour. Les préludes y sont favorables pour le plus grand profit de la cour. Cette responsabilité est énorme et nous appelle à nous transcender pour mériter la confiance que nous ont placée les hautes autorités de notre pays en ces moments où le besoin de justice est de plus en plus grand et les exigences des citoyens pour une justice de qualité encore plus. La région de Caille, par rapport à sa juridiction, est une région suffisamment difficile parce que les litiges sont la plupart du temps en groupe. Et il y a une vieille habitude et un peau dure dans cette région auquel ils vont s'attendre. C'est généralement cette histoire
de discrimination. Cette cérémonie d'installation des chefs de juridiction et de parquet au Mali a été voulue par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. L'installation solennelle prouve le renouveau de la justice malienne. Le but de cette installation est d'abord de présenter ces hauts magistrats à la communauté judiciaire et à la population de Caille. Parce que la justice, comme vous le savez, est rendue au nom du peuple malien. C'est une initiative salutaire de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui a tenu à mettre en application cette prescription légale qui, depuis 1961, en réalité, n'avait pas pu être mise en œuvre. Après Caille, c'est la région du Mopti qui va abriter sa cérémonie d'installation des chefs de juridiction et de parquet dans les prochains jours. Suite à l'arrêté de la Cour constitutionnelle validant la nouvelle constitution, les communiqués sont parvenus à notre rédaction. Le Parti pour la Renaissance nationale prend acte et l'Association malienne des magistrats et juges des comptes à la retraite salue et félicite le président de la transition pour sa promulgation diligente. Il invite une mobilisation aux prochaines échéances électorales pour la restauration de l'ordre constitutionnel. À Sikasso, les responsables des commissions nationales des frontières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire se concertent. Ils cherchent à renforcer les actions de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba. L'objectif de cette concertation est de renforcer la collaboration entre l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso et les structures nationales en charge des frontières du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. À l'entame des travaux, le président du Conseil régional de Sikasso a rappelé les principaux objectifs de l'Union. Les objectifs visés sont entre autres permettre une intégration des communautés vivant de part et d'autre la frontière commune Mali et les autres pays voisins. Assurer la promotion et la réalisation des projets d'initiatives transfrontalières, permettre la définition des cadres juridiques et de gouvernance des actions transfrontalières. La rencontre doit amender le contenu du plan stratégique 2024-2028 de l'Union. Elle élabore et signe la feuille de route pour la mise en œuvre de la collaboration entre l'Union transfrontalière et les structures en charge des frontières. La démarche s'inscrit dans le cadre du programme de coopération transfrontalière locale, phase 2. Dans le cadre de la nouvelle phase du programme de coopération transfrontalière locale, phase 2, financé par la coopération SUS, l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo doit assurer la maîtrise d'ouvrage délégué des dits appuis et investissements en vue de mieux se familiariser avec les outils et capter les financements nécessaires au développement de l'espace transfrontalier. Les services techniques et les autorités maliennes accordent une importance particulière à la coopération transfrontalière. Ensemble, nous allons être en phase avec cette fêtière si nous parvenons encore à renforcer de façon formelle le cadre de collaboration en instituant un cadre juridique nous permettant de clarifier les relations entre les instituts chargés des questions de frontières et la fêtière. Par notre présence effective, le Mali, tout comme le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble tous prêts pour accompagner la dynamique qui est déjà en route. Il importe de saluer la tenue de cette rencontre qui conforte les politiques et stratégies respectives de nos trois États qui sont liés dans leurs relations de coopération frontalière avec des accords cadres de coopération transfrontalière dont la vocation est de soutenir et d'accompagner les initiatives de coopération transfrontalière des collectivités frontalières. La concertation de 2 jours regroupe les responsables des commissions nationales des frontières, l'équipe de l'unité de gestion des programmes de l'UEMOA et les élus des collectivités frontalières de l'espace Escabo. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité lance ses activités à Nara. Cette structure s'emploiera à donner une nouvelle impulsion au développement de la région de Nara avec un accent particulier sur la sécurité. Le lancement des activités a eu lieu ce matin. Le commentaire d'Abdoulaye Sako.
La sécurisation des personnes et de leurs biens passe par leur implication dans ce processus. Voilà pourquoi le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité en partenariat avec l'État et d'autres acteurs met en place depuis quelque temps des comités consultatifs de sécurité dans différentes localités du Mali. Celui de Nara, qui est le 15e depuis le lancement du processus, permettra d'améliorer aussi les relations entre population et forces de défense et de sécurité. En réponse aux multiples défis sécuritaires, notre pays s'est doté d'une stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité assortie d'un plan d'action prioritaire 2022-2024. L'objectif général de la stratégie est de contribuer à la mise en place d'institutions de sécurité et de justice apolitiques, efficaces, responsables, respectueuses des droits humains et de l'état de droit et attentives aux besoins de justice et de sécurité des populations et de l'État. 2 jours durant, les participants vont apprendre les meilleures techniques dans le domaine de la sécurité. Un espoir pour les autorités régionales. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, axe prioritaire numéro 1 de la feuille de route de la transition sous le leadership de son président, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Il est le fruit d'une profonde réflexion endogène, voulue et menée par les Maliennes et les Maliens, dont la finalité est de permettre aux citoyens de satisfaire leurs besoins. Ainsi, pendant ces 2 jours d'atelier, des experts du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité partageront avec nous des communications pour mieux nous outiller à faire face aux missions qui sont les nôtres. Avant la fin de cette cérémonie, les autorités locales n'ont pas manqué de demander l'accompagnement du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité pour une meilleure sécurisation de la localité. L'Observation pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, NED, exhorte les autorités de la transition à poursuivre les réformes politiques et institutionnelles après la promulgation de la nouvelle loi fondamentale du Mali par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Demande faite lors d'un point de presse suivi par notre reporter Jules Sambou-Sissoko. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, NED, partage ses réflexions avec les acteurs et partenaires concernés suite à la promulgation de la nouvelle constitution du Mali par le président de la transition le 22 juillet 2023. L'Observatoire a élaboré un document intitulé « La nécessité de la poursuite des réformes ». La constitution étant la principale réforme sur laquelle reposent toutes les autres, les innovations apportées constituent une avancée, ce qui pourra faciliter la mise en œuvre des autres réformes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Par rapport aux réformes majeures, elles consacrent entre autres l'institution d'un seul organe de régulation des médias et à la reconnaissance du travail de la société civile et à la convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République. Il y a aussi le mode de scrutin pour l'élection des députés. Concernant la nécessité de la poursuite des réformes, il s'avère nécessaire pour les autorités de la transition de poursuivre les réformes avant les prochaines élections. Il s'agit essentiellement de la relecture de la loi électorale, de la loi organique des députés et de la charte des partis politiques. La valeur juridique de la charte de la transition, la tenue des élections à bonne date et les relations entre l'Observatoire NED et les autorités de la transition sont autant de questions posées par les hommes de médias. Concernant l'appropriation de la démocratie, parallèlement au processus de réforme, une stratégie d'éducation civique devrait se faire tout au long de la phase transitoire. Les autorités de transition, les partis politiques et les organisations de la société civile doivent communiquer, informer et sensibiliser les citoyens sur les dispositions de la Constitution du 22 juillet 2023, les réformes à entreprendre et les étapes de la transition démocratique. L'Observatoire NED a toujours été convié, si besoin était, par le ministère de l'Administration et de la Décentralisation aux grandes rencontres sur le processus électoral au Mali.
Chronique un jour, une formule. Le sujet de ce jeudi a trait au droit de veto perçu comme le pouvoir sans recours que détiennent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, leur permettant d'orienter le monde dans le sens de leurs intérêts. Un forum où ce n'est pas forcément la démocratie qui l'emporte, avec la recomposition et où la renaissance de nouvelles forces économiques, militaires, diplomatiques, etc. La restructuration de l'ONU dans sa composante Conseil de sécurité se pose avec acuité. C'est le sujet de la chronique Un jour, une formule du jeudi qui reprend ses droits de cité après un mois de pause. Sori Ibrahima Keïta. Organisation des Nations Unies, sortie du bain révélateur des cendres toutes chaudes de son ancêtre, la Société des Nations, SDN, elle-même créée en 1919 par le traité de Versailles pour empêcher les conflits dans le monde. Avec la guerre de 39-45, c'est la fin de la SDN de facto. Et bonjour l'ONU qui comprend aujourd'hui 193 membres, dont seuls 5 détenteurs du droit de veto. Ce sésame qui permet de s'opposer à n'importe quelle décision mise aux voix au Conseil de sécurité de l'ONU. Le droit de veto est un droit particulier dans le système des Nations Unies qui attribue à son détenteur de s'opposer. Si vous voulez, c'est un droit de rejet qui permet à un membre permanent des Nations Unies de s'opposer à un vote. Il y a un côté court et un côté jardin dans cette gymnastique politico-diplomatique à l'allure équilibriste. Le Conseil de sécurité comprend 15 membres, dont 5 indéboulonnables et au pouvoir sans recours. Les États-Unis d'Amérique, la Russie héritière de l'ex-URSS, la Chine, le Royaume-Uni, la France. On se demande bien qui leur a octroyé ce pouvoir de potentat. Eh bien, on est mieux servi que par soi-même. Ce sont eux qui se sont servis avec les 2 mains, avec leur seul titre de grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et au nom de la réorganisation du monde. Les différentes conférences sur le sujet faisant foi. Les 5 permanents peuvent sortir et s'opposer à n'importe quelle décision qu'ils jugent pas important pour leur intérêt. Il s'agit bien sûr d'un pouvoir aristocratique. Ceux qui ont gagné la guerre ont voulu bâtir le monde à leur entendement. Ils se sont réunis à plusieurs reprises. C'est ce que nous appelons les conférences de réorganisation du monde. Ils ont donné le droit de veto à ceux qu'ils veulent en ce moment. Donc voilà, donc il n'y avait pas de critères logiques ou de critères compréhensifs. Avec le statu quo, 188 États pays du monde sont rasés le plus souvent en leur absence, selon la belle formule en vogue. Et soit dit en passant, aucun pays africain ne détient le droit de veto. Et voilà qui donne du grain à moudre aux turféreurs de la réforme onusienne qui font aujourd'hui les gens à juste raison. Mais sont-ils pour autant audibles? Ceux qui n'en détiennent pas, ça peut être nuisible à partir du moment où ils ne peuvent pas s'opposer à certaines décisions. Il serait extrêmement difficile de redistribuer les carottes parce que les contextes qui ont contribué à la création des Nations Unies, les contextes ont changé, les dynamiques ont changé et il serait extrêmement difficile de faire changer les acquis. Pour ces États qui détiennent le droit de veto, pour eux, c'est un acquis. La question de la restructuration a perduré dans les agendas. Il y a même des détenteurs du droit de veto qui ont demandé à un moment donné à ce qu'on élargit, à ce qu'un des pays européens ait le droit de veto, notamment l'Allemagne. Des réflexions sont en cours pour qu'un État africain, parce qu'il est incompréhensible que tout un continent, il n'y a pas un seul État qui détient le droit de veto. Il serait extrêmement difficile de réformer ce système, mais pas impossible. Si l'on crie sur tous les toits que les États n'ont pas d'amis mais des intérêts, il serait plus judicieux d'ajouter qu'un droit ne s'octroie point, il s'arrache. Si cela est vrai pour les individus, il est encore plus pour les États. Alors, pays non détenteurs de droit de veto, unissez-vous ou périssez ensemble.
Les femmes ont été à l'avant-garde du combat pour la paix, la liberté et la solidarité sur le continent africain. Elles ont même inspiré les hommes pour la création de l'organisation de l'unité africaine OUA, selon la vice-présidente de l'organisation panafricaine des femmes OPF, Mme Diallo Kamasakliba, rend hommage à ces pionnières à l'occasion de la panafricaine n'est que justice. La vice-présidente de l'OPF est l'invitée de la semaine, un extrait de cet entretien. C'est un devoir de mémoire pour reconnaître la lutte de ces femmes-là qui, depuis 1962, se sont mises ensemble avant même l'organisation de l'unité africaine pour dire on se donne la main, pour parler d'une seule voix, pour dire que c'est en se mettant ensemble qu'on peut affronter la lutte. Et la lutte, c'était quoi? C'était la lutte contre le colonialisme, c'était la lutte d'indépendance, c'était l'émancipation des femmes. Et ça n'a pas été une chose aisée pour certains pays. Parce qu'il y a des pays qui ont eu leur indépendance à travers des luttes armées. Il y a des pays qui ont eu leur indépendance de façon plus pacifique. Mais pour les pays qui ont eu leur indépendance à travers les luttes armées, les femmes aussi s'étaient armées. Elles faisaient la lutte comme les hommes. Elles posaient des bombes pour aider les hommes à conquérir la souveraineté nationale. Donc, quand on célèbre cette journée chaque année, c'est pour nous remémorer de ce combat qui nous donne encore la force, qui nous donne la motivation nécessaire pour aller de l'avant. Alors vous avez parlé du fait que cette organisation, l'OPF, était là avant l'OUA. Ça veut dire que les femmes ont joué quelque peu un rôle de précurseur aussi en la matière. Tout à fait. Les femmes ont été à l'avant-garde de la paix, de la liberté, de la solidarité. Donc, nous disons à notre niveau, au niveau de l'OPF, que les hommes ont pris l'exemple sur nous en créant l'organisation de l'unité africaine en 1963. Et cela, c'est une réalité. L'invité de la semaine à suivre après la page APEMI Mali. Dernier adieu à la professeure Sangaré Diama Sissouma, ex-directrice de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite. Hommage émouvant lors de ses obsèques à Faladjeb. Agibou Koulibaly. C'est pratiquement dans la douleur, une grande émotion que le monde des enseignants s'est rassemblé ici pour rendre un dernier hommage à Mme Sangaré Diama Sissouma qui nous a quittés dimanche dernier. Les obsèques de l'ancienne directrice de l'Académie d'enseignement de Bamako rive droite sont marquées par des témoignages émouvants. Diama Sissouma a eu un long et riche parcours professionnel au service de l'éducation et de la recherche scientifique de 1970 à 2010. De son impressionnante carrière, on peut retenir l'exercice des fonctions de professeur d'enseignement secondaire général, directrice générale de l'Institut pédagogique d'enseignement général des filles de Diré, directrice générale de l'École normale d'enseignement technique féminin UNTF de Banankoro, Ségou, directrice générale du Centre de formation professionnelle de l'Union nationale des femmes du Mali, professeur à l'École normale supérieure de Bamako, professeur à la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines Flash de l'Université du Mali, directrice de l'Académie de la rive droite de Bamako. Une dame responsable au service de son pays, qui a donné le meilleur d'elle-même. Nombreux sont les parents, proches, enseignants, anciens élèves et collègues qui se sont réunis à Faladjé pour rendre hommage à celle qui a consacré sa vie à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes esprits. Honnêtement, je dis qu'elle est exceptionnelle, elle est sociable, elle est serviable, elle rend service à tout le monde, elle ne se fâche pas, c'est terrible. Vraiment, les mots me manquent. Que la terre lui soit légère, c'est tout ce que moi je peux dire, vraiment. La Kaya femme. Et aujourd'hui, c'est un jour qui, au lieu d'être triste, doit être considéré comme étant un jour heureux, dans la mesure où le bon Dieu nous a créés pour ça. La finalité, c'est ça. Quand on est croyant, on doit considérer que ça, c'est un jour heureux. Je retiens son sérieux dans le travail, son amour pour les autres. En plus de sa carrière exemplaire dans le domaine de l'éducation, l'ex-directrice a été décrite comme une personne chaleureuse, attentionnée et inspirante. Ses qualités humaines ont touché le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer.
Elle a contribué à former de nombreux étudiants maliens, africains et français. Une dame brave, une dame engagée, une dame très déterminée pour la cause, surtout de l'éducation. Le départ de Diama laisse un vide immense dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et admiré. Son dévouement pour l'éducation et son impact positif sur les générations futures seront à jamais gravés dans les mémoires de ceux dont elle a influencé la vie. Elle repose désormais au cimetière de Faladje. Laurent Père Sangaré Diama Sissouma. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu protège notre pays.